voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Nous débutons cette édition par la visite ce matin du ministre de la Communication, Mahamadou Salahabi, à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Quelles en sont les raisons, éléments de réponse dans ce reportage de Amadou Haruna. À l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, le ministre de la Communication a constaté que les mesures de prévention contre le Covid-19 sont respectées. La bibliothèque a garni une radio qui émet. Agréablement surpris de voir que l'école a repris du bord de la bête et que les choses se passent normalement. Et je crois qu'à travers ce que nous avons vu aujourd'hui, nous pensons qu'elle est en train de redevenir une très bonne chose. Nous avons aussi visité certains locaux où nous avons vu par exemple la bibliothèque. La bibliothèque est très garnie de beaucoup de mémoires des anciens étudiants et tout ça. Mais je pense qu'il faut déjà penser à numériser ces documents, comme c'est en train d'être fait au niveau de l'ORTN. Ensuite, nous avons, à la fin de toutes ces visites-là, nous avons été surpris de découvrir qu'il y a une radio qui émet sur 9700 modulations de fréquences et que tout le monde doit écouter. Nous avons donné une interview. Nous avons été interrogés par des étudiants, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et par là même, et après cette visite-là, nous allons profiter pour innover et faire une réunion de mon cabinet ministériel, ici même, dans les locaux de l'IFTIC. Nous le faisons d'habitude au niveau de la maison de la presse, mais nous avons voulu le faire ici même pour donner à cette école toutes ses notes de noblesse. Elle a des notes de noblesse, elle est une grande école, et il faudrait que l'État aussi met du sien. L'État, comme vous le savez, est en train de faire de gros efforts pour augmenter la subvention de l'IFTIC et demander aussi à l'IFTIC de lui donner des ressources propres en faisant payer les étudiants, parce que c'est une école où il faut payer. Et d'ailleurs, je l'ai dit aux étudiants, il faut qu'ils payent, parce que c'est les parents qui payent, c'est les enfants qui payent. Il faudrait bien qu'ils payent cet argent-là pour que l'école puisse véritablement arriver à faire ce dont elle a besoin. L'IFTIC a longtemps été une école de référence en Afrique et mérite d'être soutenue. La série de formations initiée par l'ONG FAD, Femmes Action et Développement, à l'intention des femmes politiciennes se poursuit. Ce matin, c'est au tour des femmes des partis Amen Amin et Lumana Africa de bénéficier de cette formation. Compte rendu, Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. C'est pour améliorer la participation politique des femmes dans le processus électoral en cours de notre pays que l'ONG FADA a décidé d'accompagner ces femmes politiciennes en renforçant leurs capacités à travers ces séances de formation. Aujourd'hui, ce sont les femmes du parti Amen Amen et celles du modèle Falumana qui sont les principales bénéficiaires de la formation. Nous sommes aujourd'hui au sein du parti Amen Amen pour pouvoir en profiter parce qu'il y a eu les femmes de notre parti ainsi que des autres partis, notamment le parti Lumana qui est un parti ami. Ces femmes ont eu à avoir cette formation au sein de l'ONG FAD. Comme on n'a pas pu couvrir une grande majorité des femmes, l'ONG FAD a pensé utile de se retrouver ici au niveau du parti Amen Amen avec une vingtaine de femmes du parti Amen Amen et une vingtaine de femmes du parti Lumana pour pouvoir profiter de la formation qu'ils ont eue afin de restituer aux femmes les acquis de leur formation. Cette initiative de l'ONG FAD est vraiment salutaire parce que c'est pour interpeller les femmes à une prise de conscience par rapport à leurs droits. Et les thèmes, c'est sur le droit, c'est sur le marketing politique, c'est sur les textes en faveur des femmes. Nous sommes à la veille des élections
Et l'ONG a pensé utile de former ces femmes pour qu'elles sachent se défendre, pour qu'elles sachent arracher leurs droits. Cette formation portera sur les textes juridiques et aussi sur la communication politique et elle permettra à ces femmes de mieux connaître leurs droits et devoirs afin de pleinement s'engager dans le cadre des élections à venir. Ainsi seulement, elles pourront affirmer leur leadership et jouer leur rôle dans le processus. Comment est faite la gestion de la pandémie du coronavirus par les médias et quelles en sont les conséquences? Éléments de réponse avec Bras Suleiman. Il est membre de la maison de la presse. Quand on suspend les activités, ça a en fait arrêté le fonctionnement presque total de nos organes de presse, puisque nous fonctionnons sur la base de couverture médiatique, des activités, des ateliers, de ceci, de cela. Et c'est ça en fait qui rapporte un peu à nos entreprises de presse pour leur permettre de fonctionner. Tout a été arrêté. Et cette situation a aussi trouvé une autre situation. Puisque bien avant la pandémie à coronavirus, nos entreprises de presse sont dans des difficultés économiques, il faut le dire. Déjà, la situation n'était pas, en fait, elle n'était pas bonne pour ces organes de presse. Les salaires des journalistes sont mal payés, on ne paye pas à temps, et même ce qu'on donne, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, quand la pandémie est venue, ou disons avec l'avènement de cette pandémie, presque tous les organes des médias ont amené la majeure partie, sinon 80% de leur personnel en chômage technique. Donc du coup, vous allez voir une télé qui a 50 personnes, vous allez vous retrouver avec 10, 12 ou 15 personnes, tout au plus 15 personnes. Les 30 là sont en chômage technique. Et quand on vous abonne en chômage technique, c'est la moitié de votre salaire qu'on doit vous donner. Maintenant, ceux qui sont en chômage technique, est-ce qu'ils bénéficient de ça, même si c'est leur droit, du moment où ceux qui travaillent sont là en train de faire, sans pour autant avoir quelque chose? Puisque j'ai dit que bien avant cette pandémie, c'est pour l'homme qui est là. Aujourd'hui, même si on vous donne à temps, mais c'est combien on vous donne? Imagine quelqu'un qui a 50 000 les mois. On dit qu'on va lui donner, si même l'entreprise arrive à trouver, on va lui donner la moitié de son salaire. Donc, il va juste avoir 25 000 les mois. 25 000 francs pour un père de famille. S'il a 60 000, il va juste avoir 30 000. 30 000 à Niamey, qu'est-ce qu'il va assurer? C'est le loyer, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le carburant, c'est le téléphone, c'est la santé de sa famille, ou bien c'est le quotidien. Avec 30 000. Et vous rappelez aussi que déjà l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a sorti un chiffre où plus de 12 000 Nigériens sont en chômage à cause de cette pandémie. Donc au niveau des secteurs des médias, ça nous a gravement touchés. Et c'est là en train aussi de nous toucher parce que la pandémie n'a pas fini. Les activités n'ont pas totalement repris. La situation persiste. Et dès que cette situation a commencé, par exemple au niveau de la maison de la presse, il y a eu cet appel. Je me rappelle à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le demain, la maison de la presse a appelé l'État de venir en aide au secteur des médias, surtout privés. Parce que si on ne prend garde, en tout cas, certains de ces organes risquent de fermer. Et puis revenons sur ce phénomène d'automédication qui est devenu une habitude pour les Nigériens, surtout en ces temps de pandémie du Covid-19 où les gens fréquentent de moins les centres de santé pour prôner l'automédication. Quel danger encourt-il? Élément de réponse dans ce reportage. Acte banal dans la vie de tous les jours, mais qui constitue une menace réelle pour la santé publique, l'automédication est un phénomène de santé qui expose les populations à des risques majeurs. La personne qui va
consulter elle-même. Donc la personne qui est malade ne sait pas d'abord de quoi elle souffre. Même si elle sent les signes, ce n'est pas évident qu'elle puisse comprendre la maladie. Parce que beaucoup de maladies peuvent se retrouver dans des signes qui sont communs. Donc on ne peut pas savoir d'abord c'est quelle maladie. Il faut qu'on aille dans un centre de santé, consulté par un spécialiste de la santé, afin qu'on puisse déterminer effectivement de quelle maladie il s'agit. Le deuxième aspect, c'est que maintenant en allant chercher un médicament contre un signe quelconque, c'est qu'on ne cherche pas la bonne porte. Donc on part d'abord chez le tablier, chez le vendeur ambulant, qui eux aussi ne sont pas des professionnels donc, du médicament pour pouvoir délivrer effectivement donc, ces médicaments-là, donc à bon escient. La troisième chose, c'est que ces médicaments-là qu'on trouve aussi chez les vendeurs ambulants, chez le tablier, ne répondent pas aux critères en fait, d'un médicament. Pourquoi? Parce que il y a l'exposition qu'il a à la température, il y a l'exposition aux rayons solaires, il y a l'exposition au soleil. Tout ça là sont des conditions qui détériorent la qualité du médicament. Donc à la détérioration, le risque c'est quoi? C'est que c'est de transformer la molécule initialement, donc elle est chimique, donc de transformer cette molécule en autre chose. Donc au lieu d'avoir un médicament, on peut avoir autre chose, soit un médicament qui ne réagit pas, ou un poison. Comment comprendre ce comportement des populations favorables à l'automédication alors qu'elles devraient, dans les normes, s'orienter vers les services de soins de plus en plus disponibles et proches, surtout dans les grandes villes? La faute est à plusieurs niveaux en fait. D'abord à l'individu lui-même, c'est de savoir qu'en fait on ne peut pas être son propre médecin. Le deuxième aspect, c'est l'accessibilité à ces soins-là. Quand je parle d'accessibilité, ça peut être l'accessibilité financière, ça peut être l'accessibilité géographique, ça peut être l'accessibilité aussi et comportementale. C'est que les gens minimisent l'impact des centres de santé publics qui sont à côté d'eux, ou bien minimisent un peu la qualité des soins qui leur seront offerts au niveau donc, des santé publiques. Ça, c'est un problème de sensibilisation, de compréhension. Je pense que tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'on doit aller d'abord au palier, au CSI, puis au Alten Centre, puis au CHR, puis au Alten National, afin de faire tout ce qui est correctement. L'un des aspects du problème comportemental, c'est deux fois au niveau de nos autres agents de santé. Aujourd'hui, l'accueil est un grand problème dans notre système de santé. Tout le monde est en train de faire des PCDM pour améliorer l'accueil de la population dans le système de santé. Et ça, je pense que c'est en train de s'améliorer. Nous sommes des encadreurs, des superviseurs, des coordinateurs. Donc nous sentons effectivement que cet aspect est en train d'être réglé petit à petit. Prendre des médicaments sans prescription est donc risqué et peut avoir des conséquences gravissimes, voire fatales, d'où l'appel constant des spécialistes de la santé pour que les populations développent de bons réflexes consistant notamment à se rendre dans les services de santé en cas de malaise. Intéressons-nous à présent aux activités génératrices de revenus exercées par les femmes. Elles sont nombreuses de nos jours, les femmes qui exercent leur petit métier pour lutter contre l'oisiveté et le chômage. Amadou Harouna nous fait découvrir une dans ce reportage. De nos jours, certaines femmes ont compris qu'il faut se battre pour survivre et gagner son pain à la chair de son front. Pendant 4 ans, âgé de 28 ans, célibataire de son état, Titi vendait de la pâte d'arachide au marché de Wadata. Même pour l'essentiel, le peu d'argent qu'elle arrive à engranger est plutôt destiné à la consommation. Ina sai da tigari alhamdulillah ina samu wallahi daidai gwargwadon halina alhamdulillah muna cin abinci kuma muna yin wadansu yan harkoki da. Je vends de la pâte d'arachide. Dieu merci, je gagne un peu et nous subvenons aux besoins de la famille, mais aussi d'autres préoccupations. Je viens au marché du matin au soir. Wani bi muna kai la'asar cikin kasuwar ga. Tunda kana bida halaliyanka inda zaka danci. Native de la ville de Niamey, la vieille Aïcha compte 57 lignes cette année. Elle se retrouve bien dans la vente du Sumbala, communément appelé de Doha en Hausa,
et de Soumari en Germa. Dieu merci, nous sommes en bonne santé. À travers la vente du Sumbala, nous parvenons jusqu'à avoir de quoi manger. Ça fait 2 ans que j'exerce cette activité. Ces femmes ne gagnent pas assez, mais elles arrivent courageusement à assurer leur indépendance économique. Comment se porte l'artisanat au Niger? Rachidatou Issa nous en dit davantage. Contribuant au développement socio-économique de notre pays, l'artisanat du Niger est aujourd'hui menacé par la mévente et le non-écoulement de son stock compte tenu du désintéressement de la population. L'artisanat se porte bien du point de vue création. Les artisans créent, mais le problème c'était la mévente. Les produits sont là, déposés depuis longtemps, donc les gens ne payent pas. Nous-mêmes ici, on ne paye pas ce qu'on construit ici, ce qu'on a. Donc c'est les expatriés qui viennent, c'est eux qui payent, eux aussi ils ne viennent pas. Vous connaissez le problème du pays ou bien de la sous-région, donc ils ne viennent pas. C'est ça le problème. Donc peut-être avec la réunion qui se prépare, on espère écouler nos produits. Selon le secrétaire général, les gens ne viennent pas beaucoup pour payer les produits de l'artisanat qui sont des produits locaux. Ils pensent que c'est cher alors que ce sont des bons produits fabriqués par la main de nos braves artisans. Cependant, il espère que cela va changer avec la conférence de l'Union africaine qui se tiendra en juillet dans notre pays. Il attire enfin l'attention de la population à s'intéresser plus aux produits de l'artisanat qui sont des produits locaux pour encourager ces artisans. Point final de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.